Cette vidéo date du 17 juin 2017, la dernière fête sur Voxmakers avant que je ne repasse en indépendant. Le montage a été assuré par Sacha de Starry Sky, merci à elle. Entre les grosses chroniques et Tsubomi, je n'avais pas le temps et l'énergie pour une chronique neuve cette semaine, mais j'espère que cette rediffusion vous fera bien patienter. C'est un concept rigolo que je revisiterai peut-être, merci et bon visionnage. Bonjour toutes et à tous, ici Larry Poderne pour une mini-chronique en attendant que j'en passe une plus longue. Alors, petite question, c'est quand la dernière fois vous avez vraiment prêté attention à l'illustration sur une jaquette de jeu vidéo? C'est quand la dernière fois qu'une jaquette vous a subjugué avec un beau dessin ou un design classe? C'est quand la dernière fois qu'elle vous a donné l'impression qu'un monde d'aventure ou de fun vous attendait? C'est certainement pas arrivé en tout cas avec la moitié des jaquettes actuelles, se résumant à juste un mec, tout seul, tenant un flingue, baignant éventuellement dans des couleurs sombres. Ça fait plus mature, tu vois, c'est pour bien montrer qu'on fait un jeu très différent de la concurrence. Bon allez, trêve de généralité pour rire, faire une jaquette de jeu vidéo c'est tout un art qui n'est pas abordé de la même façon entre l'Est et l'Ouest, ou plus précisément entre le Japon et les États-Unis. Prenons cette couverture de Valis 3 par exemple. L'idée c'est de mettre en avant une héroïne mignonne et souriante, un peu coquine, qui respire la légèreté dans un pur style animé des années 80-90. Mais ce genre d'esthétique à l'époque c'était pas encore reconnu aux États-Unis, donc à la place on a la fusion entre Xena la princesse guerrière et Juliette Binoche avec un soutif métallique en cône bien pointu. Ouais, c'est pas très moe ni très kawaii tout ça, hein. En fait, à chaque fois qu'il y a des jaquettes avec des esthétiques un petit peu manga animé, les États-Unis ont tendance à effacer tout ça pour les remplacer par des dessins plus réalistes, en fait plus détaillés, plus proches de couvertures de manuels de Donjons et Dragons ou de romans de science-fiction. Autre exemple, dans Arcus Odyssey, à la place d'un héros aux chevaux en bataille typique des shonen d'action fantasy, on a Jean Mulet, voilà, Jean Mulet et sa cohorte de pruneaux d'agents tout fripés. Bah oui, hein, je veux dire, à l'époque, si t'avais pas un beau mulet comme MacGyver, t'étais personne. Et vous connaissez tous Megaman, bien sûr, ou Rockman, comme ils l'appellent au Japon. Les jaquettes des versions japonaises montraient le héros dans son design iconique avec un style artistique mignon et reconnaissable, très manga. Mais pour les versions américaines et européennes, comment dire, c'est comme s'ils avaient engagé un artiste qui n'avait jamais joué au jeu avant et qu'on leur laissait juste comme instruction « Hé, connard là, vas-y là, décide-moi un mec en bleu qui tire des lasers sur des robots et puis démerde-toi !» Voilà, et du coup, le résultat, ça donne ça. Tu es magnifique, peu importe ce qu'ils disent, les mots ne t'atteignent pas. Wow. Là où le Japon assume à fond l'esthétique mignon kawaii, on dirait que ça fait peur aux États-Unis. On dirait que c'est très embarrassant d'avoir un héros qui est joyeux, jovial, adorable. C'est comme s'ils avaient peur en fait que les gamers pensent que le héros de leur jeu représente un produit fait pour les bébés. Résultat, regardez ce qu'ils ont fait avec les jaquettes de jeu Kirby, pour ce que j'estime être la modification d'illustration la plus conne du monde. Vous avez remarqué la différence entre les deux versions à chaque fois ? Non? Toujours pas? Mais si, regardez, à chaque fois, dans la version américaine, Kirby a les sourcils froncés. C'est toujours un petit chewing-gum rose tout mignon, tout gentil, mais il a les sourcils froncés. Ah bah oui, il est vachement plus intimidant maintenant comme ça, hein. Oh, il fait peur le Kirby, oh là, je suis intimidé. Voilà, c'est ça la solution miracle. Pour qu'un héros de jeu vidéo fasse plus sérieux et balèze, mettez-lui des sourcils froncés. Pikachu, tu lui mets des sourcils froncés, il fait badass. Yoshi, tu lui mets des sourcils froncés, il fait macho. Totoro, tu lui mets des sourcils froncés, il fait très peur, pour de vrai. Bon après, vous allez me dire, au Japon, ils ont le problème inverse. À chaque fois qu'ils ont une mascotte, il faut absolument qu'il soit mignon kawaii. Pas d'exception. Au revoir, Crash Bandicoot. Faites place maintenant à Kawaii Bandicoot, le rat clochard sans cou le plus mignon du monde. Pareil pour Ratchet de Ratchet & Clank, passant de matou flingueur amateur de gros calibre à matou mignon au regard innocent et aux sourcils d'Emmanuel Chin. Il a même eu son propre manga de comique, l'animal. Pour la jaquette japonaise de Sly Cooper Collection, galette qui réunit les 3 jeux de la saga Sly Raccoon, ils ont fait un dessin plutôt superbe. On a Sly dans une pose classe, suggérant bien à la fois son côté héroïque, malicieux et discret, devant une magnifique réinterprétation cartoonesque de Paris, la ville de lumière.
Mais pour la version américaine, on a un manque typique de foi envers l'intelligence des acheteurs. Comment montrer que ce disque compile 3 jeux en un? Ben c'est simple, mets les jaquettes des anciens jeux dessus, sinon les gens vont pas comprendre, c'est des cons. Les gens qui ont fait ça en bac+5 en marketing. En fait, les jaquettes américaines ont tendance à être plus explicites, directes et tape à l'œil, comme une affiche de film hollywoodien, cherchant à bien mettre en avant le héros du jeu. Alors que bien des jaquettes japonaises, elles, cherchent plus un certain sens de l'esthétique. Elles ont tendance à être plus sobres, plus à la recherche d'une ambiance, d'une atmosphère. Avant Dark Souls, il y avait Demon's Souls. Sa jaquette américaine montrait un héros entouré d'une puissante aura de magie, tenant fièrement son épée, là où la version japonaise traduit mieux le côté sombre, difficile et désespéré du jeu, avec son héros gisant mort sur le sol, des flèches plantées sur son bouclier. La jaquette japonaise de Heavy Rain montre un homme au bord de la noyade, le nez et la bouche dépassant à peine le niveau de l'eau, vraiment écrasé par cette lourde pluie, symbolisant ses regrets et le mystère qui pèse sur lui et sa famille. Pour la jaquette américaine, le symbole de l'origami qu'on retrouve souvent dans le jeu ne suffit pas apparemment. Faut vraiment montrer tous les personnages que tu joues. Et puis il faut qu'il y en ait un qui porte un flingue, sinon les jeux vont croire que c'est un jeu chiant. Pendant toute une période, les jaquettes de Final Fantasy étaient totalement blanches, faisant mieux ressortir les subtiles couleurs aquarelles du logo titre, finement dessiné par l'immense illustrateur Yoshitaka Amano, qui a travaillé sur la saga Final Fantasy depuis le premier épisode. C'était sobre, un peu dépouillé peut-être, mais ça donnait des jaquettes pures, classieuses, lumineuses, semblables à la couverture d'un livre de magie. En Amérique, on trouve que ça fait trop vide, alors on met le héros en gros, en avant, de préférence avec une grosse épée, sinon les gens ils vont croire que c'est un jeu chiant. Pour Gravity Rush ou Gravity Days dans son pays d'origine, la jaquette japonaise montre l'étendue de l'univers du jeu, un univers foisonnant, énorme et baroque, suggéré par la petite taille de l'héroïne qui admire depuis les hauteurs sa nouvelle ère de jeu géante. La version américaine, c'est la même image mais ils ont zoomé sur l'héroïne. C'est tout. Par contre, ils ont fait une erreur fatale. Ils ont oublié de lui donner une arme. On sait pas si le jeu il va être chiant ou pas maintenant. Et pour finir, nous allons parler de la jaquette de Ico, un titre qui est considéré comme une œuvre d'art majeure dans l'histoire du jeu vidéo. Dans sa version japonaise et européenne, on a le héros et l'héroïne, vus de loin, minuscules, comme écrasés par l'ombre de ces gigantesques moulins antiques dans un vaste paysage désertique. Conscients de leur fragilité face à ce monde aride et inhospitalier, ils se donnent courage en se tenant la main, les aidant ainsi à aller de l'avant pour s'échapper vers un monde meilleur. Une couverture inspirée par les tableaux du peintre Giorgio de Chirico, grand artiste du début du XXe siècle, qu'on reconnaît pour ses tableaux de rues désertes figés dans le temps, aux ombres imposantes, notamment sa toile nommée Nostalgie de l'infini, qui semble avoir directement inspiré la jaquette d'Ico. Waouh, il y a vraiment beaucoup de profondeur et d'histoire derrière cette jaquette en fait. Je me demande ce que donne la version américaine. Tu es magnifique, peu importe ce qu'ils disent, les mots ne t'atteignent pas. Wow.